Vous savez très bien que cette élection va avoir un impact sur les événements français. Vous savez très bien qu'après qu'on ait nommé M. Valls, qui est la personnalité la plus à droite disponible dans le gouvernement, dans le Parti socialiste, pour, paraît-il, répondre au déficit de confiance qui s'était manifesté dans l'élection municipale, et qu'à peine élu, la moitié du gouvernement fiche le camp, je veux dire, la moitié de la coalition, ce sont les écologistes. Et vous savez comme moi qu'ils ne sont pas sortis pour y retourner, parce qu'on ne descend pas d'une ambulance pour monter dans un corbillard de son plein gré. Par conséquent, ils se destinent, et c'est leur devoir, eux, comme tous les députés socialistes qui ont voté contre la confiance ou contre la politique économique du gouvernement, leur rôle est d'assumer leurs responsabilités, non pas devant leur parti, non pas devant le congrès de leur parti, mais d'assumer leurs responsabilités devant le pays. Ils doivent, s'ils pensent que cette politique est mauvaise, accepter d'en proposer une autre. Et s'il y en a une autre qui doit se mettre en place, c'est celle qui sera au contraire de celle qui se pratique aujourd'hui. C'est-à-dire non à la politique de l'offre, non à la politique d'austérité, non à la politique de la souffrance sans fin pour les peuples, comme elle est pratiquée aujourd'hui, et oui à une politique de relance de l'activité sur des bases écologiquement soutenables. Voilà le fond de l'affaire. Voilà aussi pourquoi on vote dimanche prochain. Alors, j'ai à vous demander de régler un différend. Mes amis, souvent vous avez été appelés à le faire. Ce sont vos bulletins de vote qui sont les juges de paix. Nous avons un différend dans cette perspective qui est la nôtre, qui est de rassembler tous ceux qui ne veulent pas de cette politique d'austérité. Dans l'attitude qui est la nôtre, qui est de accueillir en disant bienvenue à tous ceux qui changent d'avis lorsqu'ils rejoignent notre manière de voir les choses, en tout cas pour rejeter l'austérité. Nous ne demandons à personne de renier son passé. Nous demandons seulement de penser le futur ensemble. Mais pour ça, il faut être clair, très clair. Le peuple français ne supporterait pas une mystification de plus. Oui, nous voulons faire naître des urnes la possibilité d'un nouveau front qui nous unisse, les socialistes dissidents, les écologistes et nous autres, le front de gauche, pour une autre politique. Mais la condition, c'est la clarté, c'est-à-dire la rupture. Je dis à mes camarades écologistes d'Europe Écologie Les Verts qu'ils envoient un très mauvais signal avec la candidature de José Bové lorsque celui-ci a commencé d'abord par dire qu'il fallait voter le traité budgétaire d'austérité dans un article qu'il avait signé avec M. Jadot et M. Cohn-Bendit. Puis a déclaré, ouvrez les guillemets, à la surprise de beaucoup de mes camarades, je m'érige en gardien des traités européens. José Bové, qu'est-ce qui s'est passé? Les traités européens, nous les avons tous condamnés ensemble en 2005 en votant contre le traité constitutionnel. Qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il faut changer d'avis? Tu as le droit, mais alors nous demandons aux électeurs de trancher qui a raison, lui, qui dit qu'il faut se rallier au traité, ou bien nous, qui étions contre en 2005, contre lorsqu'a été voté le traité budgétaire et qui sommes toujours contre aujourd'hui en 2014. Qui a raison? Nous qui disons qu'il faut rompre avec les politiques d'austérité, avec la civilisation que nous avons sous les yeux, produire toujours davantage à n'importe quel prix, ou bien lui quand il dit il faut pousser le principe libéral de concurrence libre et non faussée jusqu'au bout. Car, dit-il, un acteur économique ne devient dominant qu'en faussant les règles de la concurrence. Qu'est-ce qu'un acteur économique, une entreprise privée? Un service public, il ne le dit pas, donc il l'a dit. Vous avez tous compris? Vous avez tous compris, mes amis. Je vous demande par vos bulletins de vote de nous aider à dire que ce n'est pas sur cette base-là que l'on peut penser un futur de rapprochement et de rassemblement. Et j'ajoute, d'une manière peut-être plus personnelle, moi qui ai été taper des casseroles sous les fenêtres de la prison quand il s'y trouvait, moi qui, comme un certain nombre d'entre vous dans cette salle, suis allé au procès quand il était jugé, eh bien, me souvenant de tout cela, je dis à José Bové, ce n'est pas acceptable, non, ce n'est pas acceptable que tu mettes dans le même sac Madame Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Nous avons un candidat, c'est Alexis Tsipras. Il faut que vous compreniez bien ceci. Il n'y aura pas de vote après concertation au Parlement européen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
M. Juncker, M. Schulz, le Parti socialiste européen, la droite européenne et les libéraux européens sont d'ores et déjà tombés d'accord pour proposer un nom ensemble au Conseil de gouvernement qui, lui, le proposera devant le Parlement. Et devant le Parlement, il n'y aura qu'un seul nom. Mais avez-vous bien compris? Le Parti socialiste européen n'est pas venu nous voir, nous, la GUE, le groupe de la gauche unitaire européenne. Il n'est pas venu voir les Verts pour dire « faisons une proposition commune au Conseil de gouvernement ». Ceux-là même qui nous font la leçon sans cesse sur l'unité à laquelle nous devrions, sur le fait que nous oublierions de combattre la droite. Ceux-là sont allés voir la droite pour s'accorder avec elle, pour proposer un président à la Commission, sans venir une seule seconde voir ceux de gauche dans le Parlement. Voilà qui est inacceptable. Et à la fin, ils pourront nous proposer un nom, même si ce n'est pas un des candidats. Nous avons Tsipras. Nous ne vous vendons pas des rêves. Vous savez pourquoi, quand vous votez pour nous, vous votez Tsipras? Parce que vous faites un vote européen de solidarité avec les peuples qui souffrent. Votez Tsipras, c'est-à-dire ici, votez pour la liste que nous conduisons. C'est voter la solidarité, l'affection, l'entraide au peuple grec. C'est voter pour les camarades de Syriza qui sont aux portes du pouvoir et qui sont arrivés en tête à Athènes dans tout l'Attique. Camarades, amis, Tsipras aujourd'hui, nos camarades espagnols sans doute dans la même foulée, et nous aussi. Nous sommes à la veille d'un grand renversement de situation où c'est nous qui pouvons commencer à passer en tête et à proposer enfin à l'Europe de sortir par le haut, sans mensonge, sans cette politique abominable qui a créé le premier recul de civilisation qu'on ait connu sur le vieux continent, avec ce recul de l'espérance de vie, avec l'augmentation de la mortalité infantile qui s'observe en Grèce et dans combien d'autres pays. Nous sommes en train de changer le cours de l'histoire, c'est ça qu'on est en train de faire, mes amis. C'est ça que notre élection européenne. C'est pourquoi je pense que nous sommes en droit de dire à tous ceux qui se sont retrouvés pour voter sur ma candidature à l'élection présidentielle, bon sang, c'est le moment ou jamais de donner un bon coup pour que ça passe, parce que cette fois-ci, ça peut passer, alors faites-le. Regardez les gens, vous autres ici, vous devriez aller chercher dans votre histoire la leçon de ce fil rouge qu'il vous est demandé de continuer à tisser d'une génération à l'autre. Vous n'êtes pas seulement sur la terre de la première université où l'on étudiait la médecine à Montpellier, où Rabelais a étudié et enseigné. Tiens, Rabelais, il ferait bien d'y réfléchir, Beauvais. Parce que lui, il est contre la procréation médicalement assistée et il ajoute contre toute manipulation génétique. C'est absurde. Testard a très bien répondu. Ce n'est pas l'ignorance qui nous rendra plus sages. Et Rabelais, au XVIe siècle, lui, il a trouvé la formule « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Rien jamais ne nous dispensera, nous les êtres humains, d'être des êtres de responsabilité, de devoir. À nous de choisir le régime politique, à nous de choisir la priorité des valeurs qui construisent un monde humain ou un monde inhumain. Mais ne rejetons pas ce que l'esprit peut produire comme avancées sur lesquelles construire ensemble de nouvelles avancées. L'autre jour, je voyais qu'on a guéri quelques-uns d'une leucémie terrifiante. Et parmi le lot des 5 personnes qui ont été guéries par cette manipulation, il faut bien l'appeler comme ça, génétique, eh bien, il y avait une petite bambinette de 5 ans, dont les parents, une semaine avant, pensaient la perdre, et une semaine après, savaient qu'ils la garderaient. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'être intelligent. Rien que pour ça, ça vaut la peine d'instruire toujours davantage en faisant confiance à l'esprit humain. Ici, sur cette terre, cette chose a eu lieu. Combien de forces y sont opposées? Vous ne le savez peut-être pas. Quand vous allez à Montpellier et que vous voyez la statue de Louis XIV, vous savez pourquoi il est là, celui-là? Parce qu'il avait mené une croisade contre les Camisards et il prétendait avoir fait triompher la vraie vérité contre les autres vérités. Les Camisards, les fous de Dieu, la Marie Durand qui écrit captive pendant 47 ans sur la margelle du puits de lumière, qui était dans sa prison, le mot dont nous avons fait, nous, un étendard aujourd'hui. Résister. 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 Et cette femme
qui défendait la liberté du culte, car à sa manière, on peut peut-être dire qu'elle était aussi fanatique que les autres, eh bien, en créant cette impossibilité qui résulte du fait que quelqu'un refuse de céder devant ce que lui dicte sa conscience, le secret de son cœur, alors il faut trouver un point de vue sous lequel tout est possible. Et voilà pourquoi l'avocat des emmurés, ces femmes, Rabot-Saint-Étienne, se retrouve dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, où l'on voit les députés du peuple qui lèvent la main et qui disent « Nous sommes ici, comme vous le savez, par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Au premier plan, vous voyez un homme qui ouvre ses bras, d'un côté un prêtre, de l'autre un pasteur protestant. Cet homme, c'est Rabot-Saint-Étienne, c'est-à-dire ceux qui ont défendu la liberté de conscience. Et ici même, Frêche, dans ses délires, a fait une chose qui est un clin d'œil qui, moi, m'amuse et continue de me parler. Vous avez vu cette statue de Guillaume Nogaret? Ah, ça me parle. Alors, je vais pas vous raconter des histoires toute la soirée. Ça date de 1300. À l'époque, le pape Boniface prétendait que puisqu'il commandait au spirituel, il commandait au temporel. Le roi de France ne l'entendait pas de cette oreille, il s'agit de Philippe le Bel. Et c'est Nogaret qui va là-bas à Niani et va citer le pape à comparaître, car il le traite d'hérétique. Mais ce jour-là, le pouvoir temporel a refusé de se soumettre au pouvoir spirituel si c'était un pouvoir spirituel qui ne venait pas du temporel. Tout ça est né sur votre terre, mes amis. Après combien d'autres grandes histoires de cette nature, résistance de l'esprit contre l'obscurantisme, contre les vérités révélées, contre l'obligation de croire ceci ou cela, mettant au poste de commande la seule chose qui compte, le savoir libre. Eh bien, nous en sommes au même point aujourd'hui. Mais nous le sommes d'une manière renouvelée, d'une manière plus grande, d'une manière plus inspirée. Écoutez, écoutez, c'est le message du futur. Voici ce qu'est le Front de gauche. Il dit « La nouvelle doctrine, le nouveau drapeau, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc tous les êtres humains sont semblables et égaux en droit. Ceci n'est pas une idéologie, c'est un fait concret. Et si tous ces êtres humains sont semblables et qu'ils n'ont un seul écosystème compatible avec leur vie, alors il existe un intérêt général humain, et cet intérêt général humain s'impose aux intérêts particuliers. Et nous ne pouvons découvrir cet intérêt général que si nous sommes éduqués et informés correctement. C'est pourquoi il n'y a jamais assez d'instituteurs, jamais assez de professeurs, hommes et femmes. Il n'y a jamais assez de savoir distribué pour pouvoir être réellement citoyen. Voilà pourquoi le message des Lumières, qui commence à travers cette obscure résistance, a fait son chemin dans le temps, passant par ces moments improbables, jusqu'à cette heure où nous parlons et dont nous sommes les héritiers. Voilà le message que nous portons, qui renouvelle l'intuition initiale du communisme. Oui, il y a des biens communs, qui renouvelle l'intuition initiale du socialisme. Oui, les êtres humains ne peuvent d'aucune manière s'en sortir les uns sans les autres. Et renouvelle enfin le fondement même du républicanisme universaliste. Oui, il y a un intérêt général humain. Que nous soyons petits, grands, forts, nous ne le sommes qu'à concurrence du fait que nous sommes des êtres humains absolument égaux et que nous ne pouvons trouver notre chemin qu'en étant égaux. C'est-à-dire si les uns ne dominent pas les autres, si les femmes ne sont pas dominées par les hommes, si les salariés ne sont pas dominés par leurs patrons. La liberté, l'égalité et la fraternité sont 3 liens extrêmement denses dont on ne peut séparer l'une des parties si l'on veut construire le futur. Voilà de quoi nous sommes en charge. Tandis que, de leur côté, sont en charge de poulet lavé à la javel, de vin mélangé avec du blanc et du rouge pour faire du rosé, et toutes ces horreurs qu'ils osent nommer le progrès et qui pour nous est une régression dans la barbarie. Voilà quel message nous portons, c'est celui des Lumières. C'est le dernier meeting que je fais de cette campagne. J'ai évoqué les figures auxquelles je croyais le plus. Hier, je suis passé devant Pézenas, où on m'a dit, eh bien ici, c'est l'endroit où Jean-Baptiste Poquelin, qui était né à Paris, est devenu Molière. Molière, qui aurait bien sa place aujourd'hui et pourrait jouer le rôle de l'avare en l'attribuant à Madame Merkel. Ma cassette, mes 3%, où sont-ils? Ou bien le rôle de Tartuffe, que l'on ferait jouer à François Hollande. Cachez ce traité que je ne saurais voir. La littérature
La beauté de la poésie, de l'humour et de la raillerie qui commence avec Rabelais, continue avec Molière, ne s'épuisera pas. Voici Poquelin qui meurt en scène. Et à cette époque, le grand Robespierre n'avait pas encore donné la citoyenneté aux comédiens. Ils étaient des sous-êtres humains. Déjà à l'époque, les barbares dominaient. Si bien qu'on allait jeter le cadavre de Molière à la fosse commune. Le confesseur du roi dit: c'est trop. Je l'enterre dans mon jardin. C'était le Père Lachaise. Et le fil du temps s'est noué. À la fin, les nôtres ont été fusillés en bas du jardin. C'est le mur des fédérés. Et nous avons rallumé la flamme. Elle s'est éteinte, elle s'est rallumée, elle s'est éteinte. On a cru sous le poids des cendres de nos désillusions, de nos meurtrissures, de nos échecs, que la braise avait disparu. Et vous l'avez rallumée. Vous avez élu le premier député du Front de gauche. Et de cette braise que vous avez rallumée, à 214 000, nous avons fait 4 millions de Français se regroupant sous la même bannière. Ce chemin continue, il est ouvert, il ne se refermera jamais, quoi qu'il arrive. Regardez leurs visages. Si le mien porte les traces du temps qui a passé, le leur moins, le vôtre là-bas non plus. Comme dit le poème, vous le connaissez, marquise si mon visage a quelques traits un peu vieux. Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Et elle répond, la marquise, peut-être bien que je serai vieille, mon cher Corneille, mais j'ai 26 ans et je t'emmerde en attendant. Eh bien, que ceux qui trouvent mes traits creusés n'y trouvent matière à aucune espèce de satisfaction. Il y en a ici par dizaines qui vous emmerdent en attendant. Vous êtes plutôt un eurosceptique. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup cette expression. Non, mais non, non. Où vous situez-vous, je ne crois pas à Mélenchon? ça, ces deux catégories. On peut être contre cette Europe et pour une autre Europe. Donc je ne suis pas un eurosceptique, je suis un eurocritique, je suis un euro-refondateur. Mais vous savez, Claire Chazal, ce qui m'agace à cette fin de campagne, c'est qu'à l'heure à laquelle nous parlons, la plupart des Français ne savent toujours pas que les députés qu'ils vont élire vont avoir un vote décisif, que dis-je, fondateur. Nous serons appelés en 2015 à dire si nous sommes d'accord ou pas avec le projet de faire un marché unique des États-Unis d'Amérique avec l'Europe, qui est le projet que porte le Parti socialiste et l'UMP à l'échelle de l'Europe. Oui, donc ils sont plutôt d'accord. S'ils votent pour ce Parti socialiste ou cette UMP, j'allais dire des europhiles, ils savent qu'il y aura... Mais non, ça c'est pas être... Pardon de vous dire, Claire Chazal, ça c'est pas être europhile. Parce que le jour où il y aura un marché unique de cette nature, on ne parle pas de tarifs douaniers, on parle de normes. C'est-à-dire que les normes de production des objets, ce qu'ils contiennent, la manière de les échanger, seront les mêmes entre les États-Unis et l'Europe. Il n'y a plus d'Europe dans ces conditions. Qui est le plus europhile, qui est le plus partisan de l'Europe, entre ceux qui proposent de noyer l'Europe en tant que 52e État des États-Unis, ou bien ceux qui disent c'est ici quand même qu'on pourrait d'abord commencer par réorganiser nos affaires. Donc refonder notre Europe pour qu'elle ne soit pas seulement cette machine à cash à faire de l'austérité et des guerres ineptes dans le monde. Quel est votre objectif, vous, Jean-Luc Mélenchon? Vous êtes député depuis 2009 au Parlement de Strasbourg. Il y a 5 députés français dans votre groupe. Sous-groupe, parce que dans le groupe de la gauche, nous allons peut-être être le 3e groupe à la sortie des élections. Oui, nous serons une soixantaine, nous dit-on, je ne sais pas si c'est vrai. Et nous serons donc assez nombreux pour peser, mais de toute façon, pour peser, disons les choses comme elles sont, pour faire entendre la voix de ceux qui pensent comme nous. Dans un Parlement, on ne met pas que les gens d'accord, on met aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Mon objectif est de faire en sorte que ces élections européennes se transforment en un référendum pour ou contre le grand marché transatlantique. Je suis contre, et donc j'espère faire le score le plus important possible. Et si au passage,
nous avons la possibilité de faire la démonstration que nous sommes plus nombreux que le parti de Manuel Valls, que les candidats de Manuel Valls et de François Hollande, eh bien, nous pourrons dire que les élections européennes auront permis d'atteindre d'une pierre deux coups.